Samedi 29 novembre 2025, bienvenue dans le monde en 7. Et voici quelques sujets qui ont retenu notre attention dans l'actualité de la semaine. Nous allons parler de la Guinée avec ce nouveau coup d'État. Umaro Sissoco Embalo a été renversé par l'armée. On va interroger donc la situation même des coups d'État au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest parce que cela semble devenir légion. Nous parlerons de la République démocratique du Congo où plusieurs hauts gradés ont été arrêtés et le Togo, on va s'intéresser à l'éducation, une réforme majeure introduite par le nouveau ministre de l'Éducation. Je reçois deux invités sur le plateau pour faire le débat avec moi. Marcel Agbessinou, il est juriste et journaliste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs de New World Info et je salue mon co-débatteur maire, le jeune maire de Cloté 2. Bonne arrivée. Merci, le maire de Cloto 2. Nous le présentions comme adjoint au maire. Maintenant, c'est définitivement le maire de la commune de Cloto 2 avec chef-lieu Lavier. Bonsoir Georges Hérault. Bonsoir Samuel, bonsoir Marcel, ravi de vous retrouver. Je profite pour saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de New World Info. Et je profite également pour saluer les trois chefs cantons qui constituent la commune Cloto 2, en l'occurrence Togbe Avako, Togbe Atakpase et puis Togbe Baga. Et le conseil municipal, tous ceux qui, si vous permettez Samuel, ont misé sur ma modeste personne en m'élisant maire de la commune Cloto 2. Je ne peux jamais oublier ceux qui sont plus hauts et qui ont soutenu cette élection. Merci beaucoup Samuel. Merci Georges Hérault et toutes nos félicitations. Bonne continuation pour cette nouvelle mission. Merci beaucoup. Nous partons tout de suite en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a été renversé par l'armée il y a 3 jours de cela. Son renversement intervient alors que le pays venait de sortir des élections législatives et présidentielles dont les résultats étaient attendus. Dans la foulée, l'armée est intervenue pour mettre un terme au processus électoral. L'armée a immédiatement pris les rênes du pouvoir. C'est désormais l'ancien, celui qu'on peut considérer comme ancien chef d'état-major de l'armée de terre qui commande désormais le pays pour une transition d'1 an. On va en parler avec les deux invités avec moi. D'abord, Marcel Agbessinou, est-ce que vous avez compris ce coup d'état-là? Merci beaucoup à Samuel et merci à notre maire de Cloté 2. Et vous savez, ce coup d'État est venu surprendre tout le monde. Mais permettez-moi de faire quelques historiques à ce pays lusophone qui se retrouve en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, tel que je venais de le dire, qui a eu son indépendance depuis 1974, suite à une révolution armée. Et cette révolution armée sous l'ancienne métropole, le Portugal, vous n'êtes pas à savoir que la Guinée-Bissau, c'est une ancienne colonie portugaise. Donc, avec la révolution armée qui a réussi et qui a imposé, qui a donné le pouvoir aux Bissau-Guinéens, depuis ce temps, vous verrez avec nous que le pays a connu plusieurs coups d'État à travers le multipartisme depuis que le pays a eu le multipartisme en 1994. Il y a plusieurs coups d'État, plus de 15 coups d'État, dont 4 réussis. Il y a même un président qui a été assassiné. Un président qui a été assassiné en plein exercice, en plein mandat. Et depuis 1994, vous le savez mieux que moi, que le pays a en train de traverser des soubresauts et d'instabilité politique en instabilité politique. Aucun président n'a jamais terminé son mandat tel qu'on peut toutefois le constater, sauf José Mario Vaz et
le sortant, ou bien le déçu, Umaro Sissoko Embalo. Donc, de cette manière, je peux vous dire que le pays de Umaro Sissoko Embalo a aussi respecté la tradition du coup d'État. Mais là où le bas blesse, c'est un véritable coup d'État ou bien un trompe-œil. Vous venez de poser la question qui est d'ailleurs pertinente et discutable. Si nous mettons le coup d'État réel au cœur des débats, je peux vous dire que Umaro Sissoko Embalo est peu à peu isolé par la communauté internationale, soumis à la communauté sous-régionale. C'est-à-dire que la CEDEAO, il est en mauvais drap avec la CEDEAO parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, la CEDEAO était partie discuter avec lui, il a renvoyé les émissaires de la CEDEAO. Là, quiconque qui a osé mettre à dos les institutions sous-régionales, donc la personne n'est pas en bon terme avec peut-être la grande métropole qu'est Paris, là, ou bien la France. Donc là, je peux dire que les signaux sont rouges pour le déposer demain après-demain. C'est ce que nous venons de constater, qu'il a été déposé suite à une élection que lui-même il a organisée. Il attendait de pied ferme l'annonce des résultats. L'annonce des résultats. Justement, Georges Hérault, c'est ce qui surprend. La Guinée venait de connaître cette double élection législative et présidentielle. La commission électorale se préparait à annoncer les résultats. C'est vrai que les deux challengers se déclaraient déjà vainqueurs. Et puis, patatras, l'armée intervient. Vous avez compris ce coup d'État ? Oui, je pense que pour nous, les Africains, nous pouvons comprendre ce coup d'État. Vous voyez le Gabon, et vous comprendrez que c'est pareil. C'est tout juste après les élections, les deux belligérants, les deux acteurs se discutent la victoire. Et paf, l'armée intervient et fait coup d'État au président qui a été proclamé élu quelques jours après. Et aujourd'hui, l'actualité gabonaise nous donne raison, ou que nous pouvons même extrapoler ou transposer ce qui s'est passé au Gabon au niveau des Guinéens et de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il faut savoir que pour certains, c'est peut-être de la théâtre. C'est peut-être quelque chose qui a été mûri, orchestré, quelque chose qui a été joué au niveau du sommet de l'État et en complicité avec Sissoko Embalo. Mais il faut nuancer parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous voyez dans la sous-région, faire un coup d'État n'est pas question d'amusement aujourd'hui. C'est pas quelque chose sur lequel les gens peuvent jouer. Laisser son pouvoir ou bien sa place à quelqu'un par coup d'État, soi-disant qu'on a joué, je ne crois pas au sommet de l'État, on peut jouer à ces jeux. Peut-être ce qu'on peut jouer, ou bien peut-être ce qu'on peut constater, c'est que les soldats, ou bien ceux qui ont quand même fait ce coup d'État, ont accepté à collaborer avec les institutions, d'autres institutions, pour faire sortir le président sortant et avec idée qu'il ne reviendra plus, ou bien avec idée qu'il ne constitue pas un danger pour leur transition. C'était ce que moi je peux peut-être imaginer. Mais imaginez qu'il est sorti du pays, il n'est plus au pays, ou bien que ce coup d'État a été négocié afin que le pouvoir soit arraché de l'opposant, parce que l'opposition aussi qui réclame, non, en fait, aujourd'hui, les coups d'État, que ce soit au niveau de l'ouest de l'Afrique, ou que ce soit ce qui s'est passé au Gabon, nous enseigne que quand c'est coup d'État, c'est coup d'État. Même s'il y a des portes de sortie pour certains dirigeants.
et qui n'en ont pour d'autres comme Bazoum, qui est gardé jusqu'à présent, cela ne veut pas dire qu'il y a des coups d'État qui sont négociés. Parce que quand le pouvoir te quitte, il te quitte. Il ne reviendra pas par amusement ou bien par jeu d'enfant pour dire que faites coup d'État, je repars, je reviens. Non. Alors, ce que dit l'opposant Fernando Dias, c'est que ce coup d'État a juste été organisé pour empêcher que lui, qui est le véritable vainqueur de la présidentielle, ne puisse prendre le pouvoir. Et c'est vrai que Georges en doute, mais quand on voit Marcel Aguessinou, comment les choses se sont passées, vous avez un président qui a été renversé et qui lui-même prend le téléphone, il appelle les journalistes pour leur annoncer avoir été renversé. C'est quand même assez ubuesque cette façon de faire. Vous savez, peut-être vous ne maîtrisez pas trop ce président sortant, ou bien ce président déçu, déposé. Avant d'aller à l'échafaud, permettez-moi de vous dire que le président bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, c'est un plaisantin. C'est quelqu'un qui est comme si, il se comporte comme si il a la même naissance du président ukrainien. Il amusait la galerie. Mais à l'époque où les mutins ou bien les putschistes n'ont pas encore eu totalement la main sur lui pour ou bien le déposer ou bien le garder à un endroit très très hautement surveillé, il a les outils de communication. Il a ces outils de communication. C'est grâce à ces outils de communication, il a joint le Jeune Afrique et d'autres médias internationaux. Mais après avoir vu sur les réseaux sociaux ce qui circulait, ce qu'il lui-même disait, ben, les mutins, les putschistes, le recommandement de l'armée a dit net. Maintenant, ça suffit, la pagaille. Tu n'es pas à cette posture de liberté et de libertinage. Donc, tu es déposé, tu n'as plus tes droits. Tu as des droits, mais pas ces droits-là de communiquer à qui tu veux, joindre qui tu veux. Donc, là où nous sommes, là où nous exposons ces propos, le président Sissoko Embalo a été véritablement déposé. Est-ce qu'il a même été exfiltré? Il est maintenant à Dakar. Il est au Sénégal présentement. Si vous regardez de tout près, avec des réflexions, des réflexions d'un bon journaliste que vous constituez, je peux vous dire que son mandat, l'opposition réclamait depuis début 2025 que son mandat a été expiré. Oui, il devait même y avoir les élections en février. Ces élections ont été reportées plusieurs fois. Que son mandat était déjà expiré. Et il y a la rue Grondet. Étant donné que la rue Grondet, c'est en sa défaveur. Et étant donné que la rue Grondet, la population, l'opposition réclamait son départ. L'opposition disait qu'il y a le trafic de drogue, que la zone constituait un pont où les narcotrafiquants passaient pour au moins faire de n'importe quoi. Le pays n'est pas gouvernant pour les gouvernants. Ce qui fait que, à l'heure où nous parlons, la Guinée, comme on le voit, avec 3 millions d'habitants, c'est un pays qui n'est pas... C'est un petit pays. C'est un petit pays qui n'a pas de population, en termes de popularité, il n'y a pas de population en tant que telle. Mais la principale activité là-bas, c'est l'agriculture. Et la majorité des Guinéens vivent en dessous de 40% du seuil de la pauvreté. Ce qui fait que à chaque gouvernant qui passe, qui fait 1 ou 2 mandats, n'arrive pas à terminer parce qu'il n'arrive pas à résoudre avec efficacité, efficience, les problèmes qui minent la société. Georges, quand vous regardez la façon dont les choses se sont déroulées, vous voyez un président qui a été arrêté. Lui-même, il est militaire, il faut pas c'est un général. Voilà, qui a été arrêté.
qui utilise son téléphone pour appeler les médias et c'est lui-même qui informe les médias. Je cite sa phrase, j'ai été renversé. Il annonce qu'on a fait un coup d'État contre moi. Vous ne trouvez pas un peu curieux ce coup d'État guinéen? Samuel, bien avant ce coup d'État, il y a été, je crois, à 2 reprises qu'il y avait eu des velléités de coup d'État. Donc, cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas de la blague. Mais, comme je l'ai dit, quand vous observez un peu, ça ne ressemble pas à ce que l'autre a dit, make a noise, call our partner, and so on. Ça veut dire que quand on fait coup d'État, de cette sorte, parce que il y a des coups d'État, comme je l'avais dit, il y a les radicaux qui arrivent et qui ne donnent pas assez de liberté à celui qu'on a renversé. Ça aussi, on sait. Mais ici, dans ce cas d'espèce, vous voyez que c'est des gens qui ont des gars pour le président sortant. C'est des gens qui véritablement veulent prendre le pouvoir, mais ne veulent pas faire du mal au président sortant, à son entourage et tout, et qui ont de respect peut-être compte tenu de la collaboration, compte tenu des services rendus à un moment donné. Et donc, dans ce cas d'espèce, vous voyez que ces présidents-là ont un peu de latitude. Ils ont un peu de marge de manœuvre pour pouvoir appeler, pour pouvoir communiquer. Et donc, s'il veut communiquer, qu'il appelle par exemple un journaliste, c'est pour dire make a noise. C'est pour dire que il faut amplifier, il faut dire à nos partenaires que c'est comme ça, on m'a fait coup d'État. Parce qu'en appelant peut-être un partenaire, un homme sûr à l'extérieur, il estime qu'on ne peut pas amplifier comme les journalistes comme les Jeunes Afrique, France 24, etc. Mais avec eux, ça s'amplifie rapidement. Et donc, les partenaires sauront qu'il a été renversé et puis, au lieu de faire 1000 appels, il fait un seul appel pour résoudre le problème. Donc, je pense que c'est dans le cadre de Make a Noise qu'il a fait ça. Et donc, mais les événements sont quand même allés très vite. Il est gardé au niveau de l'état-major. Peu après, on discute, on l'exfiltre. Les autres prêtent serment très rapidement. Oui. Tout va tellement vite. Oui. On a l'impression que le plan était déjà tracé. Oui. Il fallait juste exécuter. C'est ce que je dis. En fait, c'est l'égard qu'on a pour la personne du président qui fait. Puisqu'on ne veut pas lui faire du mal. On veut le renverser. On a fait pendant 2 fois. On n'a pas pu. Aujourd'hui, on a eu ça. Et là, on veut se débarrasser de lui, mais être sûr, parce qu'ils ont aussi des garanties qu'il ne reviendra plus, ou bien ne constitue pour eux un danger pour les renverser. Donc, si vous avez la certitude que celui que vous avez renversé ne constitue pas de danger, pourquoi le laisser pendant longtemps? Parce que c'est aussi autre stratégie, parce que si vous le gardez en interne, ça peut aussi constituer comment vous l'appelez, d'autres poches de l'armée, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure lui-même, c'est un regradé de l'armée, et d'autres poches aussi au sein de l'armée peuvent se soulever. Mais si on a pu rassurer les gens que ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est de l'écarter, surtout de la manière dont il a organisé cette élection. On l'a su, entre-temps, il avait écouté sa femme. Et sa femme lui a dit de ne plus se représenter. Après, il n'a plus écouté sa femme. Il est revenu sur sa décision. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Donc, au sein de l'armée aussi, la non-constance fait que les gens ne vont pas épouser et supporter votre projet. Parce que si aujourd'hui vous dites oui, aujourd'hui vous dites non, vous emballez les gens. Donc, la personne de Embalo ne constitue pas de danger à ceux qui l'ont renversé. Qu'il soit à l'extérieur, c'est bon. C'est comme Alpha Condé. Aujourd'hui, quand ils ont fait, et puis pas, il est parti à l'extérieur. Vous voyez, Doumbouya, il est tranquille, il organise sa transition et ils sont en train d'organiser les élections le mois prochain, je crois. Et donc, ça va. Donc, il ne faut pas voir le côté du fait que ça va vite, mais du fait que les gens ont de garanties
que Ambalo ne constitue pas de danger. En même temps, vous avez écouté le Premier ministre sénégalais se prononcer sur la situation. Il a dit clairement que ce qui se passe là-bas, c'est une machination et qu'il faut laisser le processus électoral aller au bout et donner les résultats, qu'il faut libérer Domingo Simoes Pereira, communiquer les résultats des élections. Non, lui, là, il a mis ses pas, le Premier ministre sénégalais. Il n'est pas la personne compétente en la matière pour demander telle libération. Il n'incarne pas de nos jours la CEDEAO, l'institution dont lui-même il fait partie. Donc, si le Premier ministre sénégalais, il a trop vite allé en besogne. Il doit attendre un communiqué officiel venant des personnes indiquées de la CEDEAO. Et là, il peut toutefois aussi s'aligner derrière ce communiqué. Mais lui, en tant qu'un individu isolé de la CEDEAO, n'empêche son statut du Premier ministre, mais demander la libération, demander que le processus soit allé jusqu'à son terme. Moi, je vois que là où nous parlons, là où nous exposons ces propos, l'autre, Ousmane Sonko, il n'a pas cette qualité. Mais la CEDEAO elle-même demande aussi un retour à l'ordre constitutionnel. C'est la CEDEAO qui est habilitée, qui est compétente à demander le retour à l'ordre constitutionnel. Elle a fait. Elle a fait. Donc, Ousmane Sonko ne fait que renchérir ce que la CEDEAO renchérir, ce que moi je propose à Ousmane Sonko, il devait économiser cette énergie pour d'autres fins. Parce que lui, son Sénégal aujourd'hui traverse aussi des crises économiques et autres. Et la vie chère. Mais pourquoi il a été vite allé en besogne? C'est ça, moi, mon inquiétude. La CEDEAO, elle a prêché dans le désert. Je sais que l'institution, peu à peu, se vide des poids lourds. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, à l'heure où nous parlons, la CEDEAO ne pèse plus pour inquiéter, pour influencer un État ou bien une nation de la communauté sous-régionale. C'est un peu compliqué. On le regrette amèrement que la CEDEAO des chefs d'État est devenue, la CEDEAO des nations est devenue finalement une CEDEAO des chefs d'État qui se concertent entre eux, qui décident à la place des gouvernés et qui décident à la place, qui fait de n'importe quoi à la place des citoyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette CEDEAO se vide, n'a pas de crédibilité, n'a pas de base légale. Même si, jusqu'à l'heure où nous parlons, elle n'a pas totalement été dissoute, mais cette CEDEAO ne pèse pas pour influencer les poutistes. On va revenir sur le cas CEDEAO tout à l'heure, mais je veux m'intéresser à la Guinée elle-même. Vous savez, la Guinée-Bissau, ce n'est pas un grand pays, ce n'est pas une armée terrible non plus. On se rappelle, je vais donner l'exemple du Burkina. Lorsque le général Diendéré avait fait un coup d'État contre la transition, la CEDEAO l'a obligé à remettre le pouvoir, ce qui a été fait. On a vu la même chose se passer en Gambie, quand l'ancien président Yahya Jammeh refusait de rendre le pouvoir. La CEDEAO, je dirais même le Sénégal, seul a suffi pour le faire entrer dans l'ordre. Est-ce que c'est cette armée guinéenne qu'on ne peut pas faire entrer dans l'ordre aujourd'hui? Bon, en fait, on l'a dit au début de cette émission que même si le sortant ou bien celui qui est victime de ce coup d'État lui-même avait déjà donné le ton en renvoyant une délégation de la CEDEAO, est-ce que c'est à la CEDEAO de jouer aux pompiers ou bien de venir? Exactement. Donc, c'est pour cela que quand vous posez un certain nombre d'actes, vous devez être responsable. Puisque en le faisant, c'est un combat, vous laissez des plumes. Et c'est normal qu'aujourd'hui, la CEDEAO peut pas aller au-delà de ce que lui-même il a semé. Parce qu'aujourd'hui, il a montré que la CEDEAO ne devait pas s'ingérer dans les discussions internes de son pays, ne peut pas s'ingérer ou bien aller jusqu'à prendre un certain nombre de décisions concernant son pays. Et donc, quand il est victime de coups d'État, on ne peut que constater et peut-être, comme tu viens de le poser, je pense que le Premier ministre sénégalais, c'est
ouest-africain comme nous tous, et nous sommes en train de discuter justement sur le cas de la Guinée-Bissau. Nous ne sommes pas de la CEDEAO, nous ne sommes pas la CEDEAO, nous ne sommes pas Bissau-Guinéens, mais nous prononçons. Je pense que lui, en tant que ouest-africain, il s'est prononcé, il a donné son point de vue, il estime que le résultat, on doit proclamer le résultat et donner la victoire à celui qui a gagné. Et derrière ça, je vois qu'il penserait que la victoire, c'est à l'opposition. Parce que si c'était pas le cas, je ne pense pas qu'il pourrait intervenir de la sorte. Mais ce que moi, je voudrais dire par rapport à la CEDEAO, c'est qu'à un moment donné, vous savez, l'image ou bien la force que nous-mêmes nous voulons donner à cette CEDEAO. D'ailleurs, c'est à cœur défendant que je le dis, puisque quand les gens parlent sans état d'âme de ce qui se passe à la CEDEAO, ou bien certains se réjouissent même que c'est CEDEAO des chefs d'État, les gens ne savent pas que c'est ensemble que nous pouvons gagner. Économiquement, nous ne sommes pas tellement forts, mais quand nous allons nous mettre ensemble économiquement avec la population, le nombre d'habitants que nous avons au sein de la CEDEAO, nous pouvons négocier beaucoup de choses. Et c'est ce que d'autres ont fait. Vous pouvez imaginer, Samuel, ceux qui sont venus mettre les frontières chez nous ont enlevé les frontières et ils sont ensemble très unis pour discuter. Quand l'Union européenne veut discuter, ou bien en Europe on veut discuter avec les États-Unis, on discute en Union européenne. Donc, et ils sont forts. S'ils veulent discuter avec la Chine, ils discutent en Union européenne. Quand ils veulent discuter avec la Russie, ils discutent en Union européenne. Pourquoi les gens qui ont mené ces frontières-là sont conscients du fait qu'il faut enlever les frontières, être unis pour être forts? Et nous attelons, et ça dit que ça devient quelque chose où nous défendons à longueur de journée. Vous ne pouvez même pas circuler pour aller dans un pays frontalier. Ça devient très compliqué. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est affaibli effectivement parce qu'il y a 3 États qui étaient déjà sortis, pas les moindres, le Burkina, le Mali et le Niger. Et la chance aujourd'hui, c'est peut-être que c'est vraiment une séparation plus politique que économique. Parce que quand j'ai eu à écouter le président de la BIDC, l'autre fois, dans un sommet ou bien quelque chose comme ça, qui disait, pour nous, c'est comme ces pays-là ne sont pas partis parce qu'ils respectent leur engagement et nous travaillons avec eux. Si la banque de la CEDEAO travaille avec ces pays-là, continue pas à travailler avec ces pays, et que même nous, au sein de nos échanges, nous continuons pas à utiliser les mêmes outils d'échange au sein de la CEDEAO, je pense qu'il y a lieu peut-être de se réinventer et de faire en sorte. L'intervention militaire, c'est bien. L'intervention militaire, c'est bien, mais dans ce cas d'espèce, je pense que ce que la CEDEAO doit faire, c'est de refaire ce que le président de la République togolaise d'alors, le président du Conseil avait fait. Et puisque vous imaginez, vous vous rappelez plutôt que avant qu'on organise une élection apaisée en Guinée-Bissau, c'était sous l'égide du président togolais, qui était le médiateur de la CEDEAO en Guinée-Bissau. C'est lui qui avait réussi à apaiser les acteurs en ce moment-là où on a passé aux élections et Sissoko Embalo avait gagné. Donc aujourd'hui, je pense que cette médiation urge encore pour qu'on puisse ramener cette paix-là, puisque à un moment donné, comme il souffle le chaud, le froid, je l'avais dit, et c'est quelqu'un, bon, l'autre peut l'appeler comédien, mais moi, c'est pas, je parle pas de sa comédie, mais c'est quelqu'un qui n'est pas constant, c'est quelqu'un à un moment donné qui a commencé à insulter les autres présidents, il a eu à engueuler le président Alassane Ouattara, à engueuler d'autres présidents, et quand ça lui plaît, il le fait, il revient à de meilleurs sentiments, et il revient, il demande, il se réconcilie. C'est un président Kabin, je ne vais pas dire qu'il demande pardon, se réconcilier avec les autres, mais c'est quelqu'un qui n'est pas constant dans cette démarche. Et la CEDEAO ne peut que assainir la politique, ou bien contribuer à assainir, ou bien à la stabilité de ce pays. Désormais, c'est le général Hortan Tam, c'est le nom du
de ce général qui a été investi. Il a dit, je viens d'être investi pour assurer la direction du haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. C'était le jeudi qu'il a été investi. Il va faire 1 an, en tout cas, il a prêté serment pour 1 an. Est-ce qu'au regard, Georges le disait, on a eu la même situation au Mali, au Niger, au Burkina, où ils sont venus, ils ont dit, bon, on n'est pas venu pour durer, et vous savez ce qui a suivi après, même en Guinée, il n'était pas venu pour durer, il avait même promis, juré qu'il ne serait jamais candidat, vous savez ce qui est en train de se passer là-bas. Est-ce qu'au regard de ça, quand un militaire dit « je prête serment pour 1 an », on n'est pas en droit de se dire qu'il commence un début d'apprentissage de mensonge? Vous savez, le doute, c'est le commencement de la philosophie. Si le doute est permis, on peut se douter, on peut douter de telle ou telle école, de telle ou telle hypothèse. Les militaires, on avait constaté de par le passé, que ce soit en 1990, avec l'avènement du vent de l'Est, les militaires ils ont tenu certains propos publiquement, qu'ils ne vont pas se représenter ou ni se mêler dans les affaires politiciennes. Mais, chose étonnante et paradoxale, ils ont fait marche arrière. Et c'est eux-mêmes qui ont enraciné soit la démocratie, soit la dictature dans certains pays où nous traînons ces lacunes jusqu'à maintenant. Donc, l'exemple est là, l'exemple récent, les faits récents en témoignent éloquemment. Si vous regardez de tout près ce qui s'était passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tout le monde, presque toute la sous-région a ovationné ces militaires, ces putschistes qui étaient venus au pouvoir. Parce qu'ils sont venus pour normaliser la normale dans l'époque. Et ils ont justifié ces coups d'État. Vous n'êtes pas sans savoir que les choses ont commencé par le Mali. C'est le Mali qui a planté le décor. Et ces militaires sont des gens qui sont hautement instruits. Leur discours, c'est un discours bien soutenu. Et ils ont eu l'assentiment de tout un peuple. Mais du jour au lendemain, ils ont changé le fusil d'épaule. Et aujourd'hui, vous connaissez la suite. Puis, le Niger, le président nigérien, le général Tiani, lui-même, il s'est taillé la patte du lion et il voulait faire 5 ans sans partage. Et là, vous constaterez avec moi qu'ils ont dissous même les partis politiques, les associations, la société civile. Aucun mouvement au Mali, que ce soit au Burkina, au Niger, ne fonctionne aujourd'hui. Mais ces grandes innovations ont été acquises de haute lutte. Mais les putschistes, ils ont mis tout, ils ont balayé du revers de la main toutes ces associations et même les partis politiques d'opposition. Donc, c'est un boulevard qui a été tracé. Ils se sont tracés 2 boulevards. Raison pour laquelle je peux toutefois être dubitatif et je peux toutefois douter de l'autre coup d'État récent en Guinée-Bissau où les généraux ont pris le pouvoir, le haut commandement de l'armée a pris le pouvoir. Qui, si vous regardez, en début de 2025, le haut commandement de l'armée a été gradé par le président déçu. C'est lui-même qui a gradé au moins 4 à 5 à 10 personnes parmi ces gens qui se sont venus aujourd'hui le déposer. Raison pour laquelle c'était doute déjà de la sincérité du coup d'État, parce que c'est Sissoko qui a fait des réformes au sein de l'armée et il a nommé certains d'entre eux et qui sont revenus aujourd'hui retourner contre lui. Mais le problème ne se figure pas là. Le problème ailleurs. Mais on va les prendre au mot
et on va leur accorder quelques bénéfices de doute. Georges Hérault, vous faites confiance à ces militaires-ci? Parce que les autres, ils ont dit, ils ne l'ont pas fait. Hein. Samuel, est-ce que c'est affaire de confiance? C'est à titre indicatif. Un an, c'est à titre indicatif. Non, ils ont fait serment pour un délai d'un an. Non, mais quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, partout, c'est dit que en termes de délai et ou de mandat au niveau de la présidence, quand un président dit je viens pour faire 2 mandats, je viens pour faire un mandat, pour moi, je me dis que c'est toujours à titre indicatif. C'est lorsque le président quitte qu'il a quitté. Si le président est toujours au pouvoir, il est au pouvoir. Donc, pas je sais pas, nous ne devons pas tomber dans des discussions creuses par rapport à ça. Vous savez, ils ont commencé. Peut-être qu'il y a d'autres réalités auxquelles ils vont faire face. Et c'est là où les gens ravisent et là, on les critique, on veut les prendre au mot. Oubliant que la réalité du terrain peut être tout autre. Peut-être de bonne foi, ils ont dit 1 an. Peut-être parce qu'ils savent que, au-delà du fait que la CEDEAO est faible, la CEDEAO a toujours quelques mots à dire. Et donc, pour au moins faire taire la CEDEAO qui a l'habitude de raccourcir ou bien de rétrécir le champ de la transition ou bien des transitions ou intervenir dans les coups d'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas donner un délai assez long. Et maintenant, si les 1 an passe et que la réalité du terrain ne permet pas, parce que n'oubliez pas, quand ils se sont prononcés, il a dit qu'il veut lutter contre les narcotrafiquants, les trafics de drogue et beaucoup de choses que la communauté internationale ou soit certains organismes reprochent à ce pays. Et donc, si c'est des gens qui veulent assainir le milieu commerce et politique de ce pays et qu'ils donnent 1 an, si les 1 an ne finissent pas, qui va les déloger? Qui va dire mais quittez? Non. Donc moi je pense que c'est aux acteurs actuels de ce pays, si on arrive à faire sortir de l'opposant de sa cellule, de la prison ou bien de... Il n'est pas, bon, c'est Simões Pereira qui est en prison, mais Fernando Dias, il s'est dit réfugié dans un lieu sûr. D'accord. Et donc, et que ces acteurs-là arrivent à discuter avec la transition, rassurer la transition, parce que vous savez, les militaires, ils ont toujours ce côté de méfiance envers les politiques civiles, puisque pour eux, tout ce qui est désordre, tout ce qui est indiscipline politique, tout ce qui est d'ordre à permettre les soulèvements, les rébellions, les manifestations, ça vient toujours des civils. Vous voyez que c'est pour cela que quand les militaires font coup d'État, ils n'aiment pas toujours associer les partis politiques, ils n'aiment pas toujours associer les civils, même si peut-être il peut réquisitionner certains civils pour occuper des postes en vue de discuter à l'extérieur, tels que les postes de Premier ministre, ministre des Affaires étrangères généralement, qu'on donne aux civils afin de permettre l'ouverture vers l'extérieur ou les discussions vers l'extérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que ils ne font pas, ils sont vraiment méfiants. Et donc les 1 an, disons que c'est le rôle véritablement, ou bien la stratégie mise en place par les partis politiques qui vont leur rassurer, leur permettre d'organiser rapidement une autre élection, ou bien de faire de ne pas faire comme les amis qui ont fait 5 ans de transition. On va passer au second sujet, mais on l'évoquait déjà un peu en parlant de la Guinée, c'est la CEDEAO. Si on fait la comptabilité, ça fait quoi? Ça fait le Mali, le Burkina, le Niger, même s'ils ne sont plus dans cette organisation sur le plan politique, la Guinée-Conakry et maintenant la Guinée-Bissau. Ça fait 5 coups d'État en moins de 5 ans. Alors que vous vous rappelez, Marcel Agbessinou, il y a quelques années, on avait une CEDEAO très forte qui en imposait. Moi, je me rappelle encore ces mots, paix à son âme, du général Béhanzin, qui disait qu'aucun coup d'État ne peut plus prospérer dans la CEDEAO. Comment en est-on arrivé aujourd'hui à avoir des coups aussi facilement? Les militaires sont-ils fatigués des casernes
Et veulent-ils s'essayer à la chose politique? Très bien. Permettez-moi, avant d'aller également à l'échafaud, de vous dire que la sous-région, avant, la sous-région ne connaissait pas la poids et l'agissement des djihadistes ou bien l'insécurité grandissante n'était pas à l'ordre du jour à l'époque. L'année où la CEDEAO a été créée, ça traversait du désert et jusqu'à maintenant où elle est en train de connaître peu à peu son apogée. Je peux vous dire que il y a des crises d'insécurité graves vis-à-vis de cette CEDEAO. Il y a des présidents qui s'autoproclamaient, qui s'octroient des mandats électifs répétitifs aux grandes dames de cette CEDEAO. Il y a des élections, des mascarades d'élections dans certains pays, dans la sous-région, dans la CEDEAO, qui sont d'ailleurs membres de la CEDEAO. Vous savez mieux que la Constitution, qui est la clé de voûte de toutes les institutions, a été dépouillée de sa substance et régulièrement troupatouillée, révisée, toilettée, puis jetée. Aux grandes dames de la CEDEAO, venons-en, la misère galopante, les jeunes à la recherche de l'emploi, qui sont à l'âge de 18 à 45 ans, dont l'avenir est incertain, l'horizon est flou pour eux. Et la dernière date, c'est l'insécurité, le terrorisme qui sévit partout en Afrique de l'Ouest. Si vous combinez, vous opposez ces éléments, bon an, mal an, si vous les opposez, vous verrez que c'est ce que nous pouvons dire que ça discrédibilise cette CEDEAO. Et tout cela justifie l'émission de l'armée, c'est ça? J'en viens. Rapidement. La soumission de l'armée dans le jeu politique ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est seulement actualisé. L'armée a seulement actualisé sa présence dans le jeu politique. Au Mali, au Burkina, les pays de l'AES, vous pouvez imaginer que les terroristes font leur loi dans une république démocratiquement, ou bien dans une république où il y a le territoire, la population, et un pouvoir politique organisé. Les terroristes aussi font leur loi aux grandes dames de la CEDEAO, aux grandes dames de la communauté internationale et aux grandes dames de notre ancienne métropole, la France. Là, les militaires sont aussi des gens. Ils ont leur famille au sein de la population. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un qui est militaire, donc il ne voit pas, il ne boit pas, il ne mange pas. Leur famille est aussi décimée par ces terroristes. Raison pour laquelle l'incapacité de la CEDEAO à résoudre bien, une fois et définitivement, les problèmes qui minent les communautés. Donc, le jeu maintenant, les militaires préfèrent s'immiscer dans les affaires politiques. Seulement que ce qu'on leur demande à eux aussi, ils n'ont qu'à faire mieux que ces civils qu'ils viennent de déposer. Qu'est-ce qui, Georges Hérault, selon vous, a fragilisé aujourd'hui la CEDEAO? Parce qu'en même temps, il ne faut pas l'oublier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, son nom l'indique, c'est une communauté économique qui après s'est beaucoup immixé dans les affaires politiques. Vous connaissez cet adage qui dit que qui embrasse mal étreint. Est-ce que c'est ce qui arrive à la CEDEAO? Je pourrais dire que d'une part, vous avez fait une lecture impeccable de la situation parce que aujourd'hui, je pense que la CEDEAO, le problème de la CEDEAO, c'est de ne pas bien asseoir avant de vouloir se coucher. Parce que est-ce que il y a une intégration économique alors que c'est la communauté économique? La communauté économique, est-ce que c'est ancré? Est-ce que c'est bien assise? Est-ce que cette communauté est intégrée? Non.
Mais quand vous avez un projet sur lequel vous n'avez pas encore, et vous n'êtes pas à un stade très évolué, très mature de la situation, et que vous voulez ajouter d'autres, ça peut donner des situations comme ce que nous vivons dans la CEDEAO. Parce qu'il faut véritablement asseoir le projet économique. Aujourd'hui, économiquement, vous ne pouvez pas échanger au sein même de la CEDEAO, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les pays qui conservent encore certains je dirais ça tout simplement d'une manière vulgaire, les avantages qu'ils préfèrent imposer aux autres. D'accord? Il y a la protection, le protectionnisme à un niveau donné de certains pays. Donc je ne vais pas citer le nom des pays, mais entre nous-mêmes, l'échange, ce n'est pas ce que la communauté a voulu. Et donc, du coup, au sein de la communauté, il y a beaucoup de barrières. Et donc, ces barrières, que ce soit tarifaires ou non tarifaires, il faut les enlever. D'abord, constituer véritablement une communauté. Et après, on pourra maintenant ajouter le volet politique. Et le volet politique, c'est plutôt que les chefs d'État voulaient aller à une CEDEAO des peuples, et non pas une CEDEAO des dirigeants. Mais quand on dit CEDEAO des peuples sur le plan politique, en intégrant comment vous l'appelez, la démocratie au niveau régional, au niveau sous-régional, je pense qu'il faut mettre les institutions en place. Aujourd'hui, nous avons le Parlement de la CEDEAO. Non, il n'y a pas eu une élection. C'est que c'est les parlementaires des pays qu'on envoie là-bas. Alors qu'on va arriver à organiser des élections sous-régionales pour pouvoir élire même les parlementaires de la CEDEAO. Il y a beaucoup d'institutions prévues par la CEDEAO sur le plan politique qui ne sont pas encore au rendez-vous. Quand vous prenez la Cour de la justice de la CEDEAO, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'harmonisation même des tests judiciaires en lien avec les tests de la CEDEAO. Beaucoup de choses ne sont pas encore harmonisées. Donc, il faut une harmonisation. Et là, quand vous êtes bien assis, vous pouvez vous coucher sans problème. Mais quand vous sortez, vous n'êtes pas assis et vous voulez vous coucher, ça cause des problèmes. Donc, le problème de la CEDEAO, c'est, comme vous l'avez conclu, c'est vouloir trop embrasser. Et quand c'est comme ça, ça devient un problème. Et vous voyez, comme on n'a pas des instruments capables de faire notre politique ou bien les moyens de notre politique, si nous sommes sur cette volée, l'autre dira que c'est parce que c'est cet État qu'on est intervenu. L'autre dira que si c'est tel État qui a fait ceci, on n'intervient pas. Parce qu'on n'a pas encore harmonisé nos tests. Vous parlez de mandat, de constitution. Pour des discussions de cette envergure, aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas d'instrument pour pouvoir contrôler. Et donc, la CEDEAO ne peut pas décréter des choses contre ce que les constitutions nationales ont inscrit, ont prévu, ont consacré dans la Constitution. Donc aujourd'hui, il y a lieu de dire que la CEDEAO, ce n'est pas encore fini, peut quand même se ressaisir et recommencer un bon parcours. Alors, le sujet là est intéressant, on va y revenir lorsqu'on sera là pour la deuxième partie. Pour le moment, on va observer la pause ensemble, on regarde le journal et on sera de retour après une dizaine de minutes.